Ce jour-là, j'ai perdu ma fille au ciel, mon mari pour une autre femme, ma dignité face au monstre qui m'a créé. Cela semble trop de punition pour une personne, n'est-ce pas? Mais la vie ne demande pas si nous pouvons le supporter avant de déchaîner la tempête. Je m'appelle Constance Lemoine, j'ai 78 ans, ici à Castres, dans le Tarn, en Occitanie. Tout le monde me connaît comme Mademoiselle Constance, la dame qui vend des courtes pointes au marché local. Toujours avec du café frais pour les amis qui passent. Les jeunes m'appellent Mamie Constance. Bien que je ne sois pas leur grand-mère, ils disent que j'ai cette manière de grand-mère, cheveux blancs, tirés en chignon lâche, mains ridées qui ne s'arrêtent jamais. Peu de gens savent ce qui m'est arrivé. Il y a 45 ans, c'est une blessure qui saigne encore aujourd'hui, même après tout ce temps. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez mon histoire. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit cœur sur cette vidéo aussi. C'était en 1980. J'avais 34 ans avec deux beaux enfants. Michel, 11 ans, Anne, 9 ans. Et ce que je pensais être un bon mariage avec Joseph Lemoine, employé de poste. Nous vivions dans un lotissement à la périphérie d'Albi, une maison simple, mais soignée, avec un petit jardin où je cultivais des herbes, quelques fleurs. Je n'étais pas riche, mais nous ne lussions pas non plus. Je travaillais comme aide-soignante dans une clinique près de chez nous. Je ne gagnais pas beaucoup, mais cela complétait le revenu de Joseph. Anne était une enfant spéciale, une de celles qui semblait avoir plus de lumière que les autres. Dès son jeune âge, elle avait des problèmes rénaux. Elle était née avec un syndrome néphrotique, ce qui la faisait gonfler parfois, nécessitant des médicaments coûteux en euros, des visites fréquentes à l'hôpital. Malgré tout cela, j'ai jamais vu une enfant plus heureuse. Elle avait un sourire qui vous saisissait, vous savez, et un rire qui était une pure musique. Elle aimait danser, même quand elle était si gonflée qu'elle pouvait à peine mettre ses petites chaussures. Elle tournoyait dans le salon, chantant sur les disques d'Elvis Presley à la radio. Michel, étant plus âgé, était son protecteur. Partout où Anne allait, il suivait, veillant sur elle, la faisant rire. Cette année-là, Anne commença à aller plus mal. Les gonflements devinrent plus fréquents. Les médicaments n'avaient plus le même effet. Docteur Emmanuel, le médecin de la clinique, réussit à nous orienter vers un spécialiste à l'hôpital universitaire. C'est là que nous reçûmes la nouvelle qui changea tout. Anne avait besoin d'une greffe de rein. C'était une procédure coûteuse, risquée, surtout à l'époque. Mais le médecin dit qu'un nouveau programme gouvernemental pouvait couvrir les coûts en euros. Nous devions juste trouver un donneur compatible. Joseph fut testé en premier. Il n'était pas compatible. Je fus testée ensuite. Mon groupe sanguin était le même, mais les autres tests montrèrent que je n'étais pas assez compatible. Michel était trop jeune pour donner. Nous essayâmes avec ma mère, Marguerite et mon père Étienne, qui vivait à Laconne, Tarn. Ma mère avait du diabète
ne pouvait être donneuse. Mon père, bien, il était compatible, mais il refusa, dit qu'il avait peur, qu'il ne se ferait pas ouvrir pour sa petite fille. Ce fut la première grande déception de cette période. Nous nous mîmes sur la liste d'attente pour un donneur. Le médecin dit que cela pouvait prendre du temps, mais si nous maintenions un traitement rigoureux, Anne aurait une chance. Et ainsi, nous continuames, entre espoir et peur, comptant chaque jour comme une victoire. La dernière semaine de juillet 1980, un dimanche soir, Anne devint soudain très malade, forte fièvre, fourmissement, douleur qui la faisait crier. Nous nous précipitâmes à l'hôpital le plus proche, mais ils n'avaient pas de néphrologue de garde. Ils nous transférèrent en ambulance à l'hôpital universitaire en centre-ville. En chemin, elle eut une crise qui glaça mon âme. Je n'oublierai jamais son petit corps tremblant ainsi, ses yeux se révulsant, l'impuissance que je ressentis. Quand nous arrivâmes, l'aube se levait, les médecins emmenèrent Anne immédiatement en soins intensifs. L'infection s'était propagée rapidement, attaquant ce qui restait de ses reins, commençant à compromettre d'autres organes. Le médecin de garde, un jeune homme qui semblait épuisé, dit qu'ils essayeraient tout, mais la situation était critique, que je devais me préparer au pire. Comment une mère se prépare à perdre un enfant? Dites-le-moi, car même maintenant, avec presque 80 ans derrière moi, je n'ai toujours pas appris comment Joseph était parti travailler, laissant Michel chez la voisine. Je promis d'appeler s'il y avait des nouvelles. Les heures passèrent, chaque minute un tourment. Assise sur une chaise dure, dans la salle d'attente, je priais chaque prière que je connaissais, négociais avec chaque saint, promis tout ce que je pouvais, ne pouvais pas, en échange de la vie de ma fille. Vers 3 heures de l'après-midi, le médecin revint, il n'eut pas besoin de parler, son visage racontait toute l'histoire. Anne était partie, ma petite étoile, mon ange aux boucles dorées n'était plus de ce monde. Ce qui se passe quand vous recevez une telle nouvelle est étrange. D'abord vient un vide froid, comme si quelqu'un avait arraché vos entrailles, ne laissant qu'un trou, puis un bruit dans vos oreilles, un bourdonnement qui semble durer éternellement. Certains crient, d'autres s'effondrent au sol. Moi, j'étais paralysée. Je ne pouvais ni crier, ni pleurer. Je fixais simplement le médecin comme s'il parlait une langue étrangère que je ne comprenais pas. Puis-je la voir? Fut tout ce que je parvins à dire. Après un moment, ils m'emmenèrent là où elle était. Ils avaient déjà retiré les tubes, nettoyé le sang. Elle semblait dormir, boucle étalée sur l'oreiller, bouche légèrement ouverte, comme quand elle faisait une sieste sur le canapé après avoir trop joué. Mais il n'y avait aucun mouvement, aucun soulèvement de sa petite poitrine respirant, juste un silence qui pesait des tonnes. Je m'assis à côté d'elle, pris sa petite main encore chaude dans la mienne, chantais doucement cette berceuse qu'elle aimait, celle que je chantais le jour de sa naissance. Je ne sais combien de temps je restais là. Cela pouvait être des minutes, des heures. Le temps avait perdu tout sens. Une infirmière apparut, douce mais ferme, disant qu'il devait prendre le corps. Corps, quel mot horrible pour parler de ma petite fille, mon Anne. Je dois appeler mon mari, dis-je,
pensant à comment je lui annoncerais la nouvelle, comment dire à un père que sa fille est partie. L'infirmière me conduisit à un téléphone au poste des infirmières. J'appelais la poste, demandais à parler à Joseph, la réceptionniste. Après m'avoir fait attendre une éternité, revint en disant qu'il était parti tôt, qu'il n'était pas là. Je trouvais cela étrange. Joseph ne quittait jamais le travail tôt. Il était méthodique, discipliné, parfois trop. Je téléphonais à la maison. Personne ne répondit. J'appelais la voisine qui gardait Michel. Elle dit qu'elle n'avait pas vu Joseph, que Michel allait bien, jouait avec son fils. Je commençais à m'inquiéter. Et s'il lui était arrivé quelque chose, un accident sur le chemin de l'hôpital, la France traversait une période difficile avec une violence croissante, des enlèvements express, 1000 possibilités traversaient ma tête. La partie bureaucratique fut la plus cruelle, remplir des formulaires, décider du funérail, du cercueil, toute seule sans Joseph, à mes côtés. Une assistante sociale de l'hôpital m'aida, voyant que j'étais complètement perdue. Elle suggéra d'appeler ma mère à Lacaune. Marguerite répondit à la deuxième sonnerie. Quand je lui dis, j'entendis ses pleurs à l'autre bout de la ligne, un lamento profond qui faisait écho à ma propre douleur inexprimée. Elle promit de venir par le premier bus, qu'elle serait avec moi à la veillée. Mon père, Célon Hélier, ne pouvait pas venir à cause de son dos bloqué. Une autre déception, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Le corps serait libéré tôt dans la soirée. Je décidai de tenir la veillée à la maison. Comme c'était la coutume, la maison funéraire s'occuperait de tout. Je devais juste rentrer à la maison, préparer l'espace, attendre, attendre Joseph, attendre ma mère, attendre le corps de ma petite fille qui ne courait plus jamais dans la maison. J'ai pris un bus, puis un autre. Le monde semblait irréel autour de moi. Les gens vaquaient à leur vie normale, alors que la mienne venait de s'effondrer. Comment pouvait-il sourire, parler, s'inquiéter de si petites choses? Quand mon Annie était partie, j'arrivais à la maison vers 6 heures du soir. La porte était déverrouillée, ce qui était étrange. Je pensais que être Joseph était arrivé, avait oublié de la verrouiller. Y entrai, appelant son nom, mais il n'y eut pas de réponse. La maison semblait différente. Il y avait une énergie étrange, lourde. Dans la chambre, le lit était défait, ce qui était inhabituel. J'étais toujours soigneuse à le faire avant de partir. Joseph était encore plus méticuleux que moi. C'est alors que je vis sur l'oreiller un long cheveu roux. Mes cheveux avaient toujours été noirs. Je ne les avais jamais teints. Ce cheveu n'était pas le mien. Avant que je puisse comprendre ce que cela signifiait, j'entendis un bruit venant de la salle de bain. La porte était fermée, mais je pouvais entendre la douche couler. Derrière, 2 voix, l'une d'elles immistakablement celle de Joseph. Je ne sais d'où je trouvais la force d'ouvrir cette porte. Peut être de la colère, peut être du choc, peut être du besoin désespéré de comprendre ce qui se passait le jour où ma fille était morte. Là, dans la cabine de douche, et Joseph et une femme rousse que je connaissais trop bien, Rose, la secrétaire du bureau de poste où il travaillait
Elle était venue à la maison quelquefois pour les anniversaires des enfants, avait offert des cadeaux à Anne et maintenant elle était là, dans les bras de mon mari. Le jour où notre fille était décédée, ils se figèrent quand ils me virent, l'eau continuait de couler, mais c'était comme si le temps s'était arrêté. Joseph ouvrit, ferma la bouche plusieurs fois. Comme un poisson hors de l'eau, Rose essaya de se couvrir, glissant dans la cabine de douche humide. Je me souviens d'avoir dit quelque chose, mais je me rappelle pas quoi. Je me souviens du visage de Joseph, passant du choc à quelque chose qui ressemblait presque à de l'irritation, comme si j'interrompais quelque chose d'important. Je me souviens d'être sortie de la salle de bain, de la maison, et d'avoir marché sans but dans la rue. Je sais combien de temps je marchais. Quand je repris mes esprits, j'étais assise à un arrêt de bus quelque part, regardant dans le vide. Une dame demanda si j'allais bien. Je dû dire oui, car elle petite, mais j'allais pas bien. Rien n'allait bien. Ma fille était morte. Mon mari me trompait. Je, je devais encore trouver la force d'organiser une veillée, de m'occuper de Michel, d'avancer d'une manière ou d'une autre. C'est alors que je décidai de retourner chez mes parents à la Cône, pas immédiatement. J'avais encore la veillée, l'enterrement d'Anne devant moi. Mais ensuite, hier, prendris Michel. Nous recommencerions là-bas, loin de Joseph, loin des souvenirs, loin de la douleur de la trahison. Je ne savais pas à ce moment que le pire était encore à venir, que la maison de mes parents, que je voyais comme un refuge, deviendrait la scène du troisième coup de ce jour terrible. Un coup qui me ferait tout remettre en question, y compris ma volonté de rester en vie. Moi, certes, mes chers spectateurs, est une partie si difficile de cette histoire. Ça fait trop mal d'en parler. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit cœur sur cette vidéo. Je sais que c'est lourd, je sais que ça fait mal à entendre, mais j'ai besoin de partager, car dans le silence, nous devenons malades après presque un demi-siècle à garder cette douleur en moi. J'ai enfin trouvé le courage de parler. Je rentrais à la maison comme quelqu'un allant à son propre enterrement dans ma tête. Je repassais tout ce qui s'était passé ce jour maudit, la course à l'hôpital, les médecins au visage sombre, le petit corps sans vie d'Anne, et maintenant la scène que je n'avais jamais pensé voir, Joseph, l'homme à qui j'avais promis d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, dans les bras d'une autre femme. Le pire n'était même pas de les voir ensemble. Le pire était de comprendre que pendant que je tenais la main de notre fille quittant ce monde, il s'amusait dans notre lit, le même lit où Anne se glissait les matins du dimanche, demandant qu'on lui raconte des histoires. Yentrai, le cœur changé en pierre. Joseph était déjà habillé, assis dans le salon, tête dans les mains. La rousse avait disparu. Merci mon Dieu, car je ne sais pas si j'aurais eu la force de ne pas arracher chaque mèche de ses cheveux roux. Constance, je peux expliquer comment Satio, levant la tête, quand il me vit, expliquer quoi. Joseph, que pendant que j'étais à l'hôpital avec notre fille mourante, tu étais ici à t'amuser avec la petite secrétaire de la poste. Il devint blanc comme un drap. Elle, que lui est-il arrivé? Elle est morte, décédée. Le mot sortit sec,
2, comme s'il avait été coincé dans ma gorge pendant des heures, morte à 3h20 cet après-midi, et tu n'étais pas là. Tu n'as même pas répondu au téléphone quand j'ai appelé ton travail. Mon Dieu, Constance, il se leva, tenta d'approcher, reculai, comme s'il avait une maladie contagieuse. Ne m'étuche pas, dis-je d'une voix basse, mais avec une froideur que je ne savais pas avoir en moi, à jamais plus. Je vis des larmes dans ses yeux, de vraies larmes, car malgré tout, il aimait Anne, mais à ce moment-là, ces larmes ne faisaient que me dégoûter. Quel droit avait-il de pleurer maintenant? Ils vont ramener son corps ici pour la veiller. Ma mère arrive de Lacaune. Tu resteras ici tranquille, sage, prétendant être un père décent ou mari respectable, pour le bien de Michel, qui a déjà perdu sa sœur aujourd'hui, ne mérite pas de perdre son père le même jour. Après tout cela, nous parlarons. Constance, c'était une terrible erreur. Je n'avais pas les idées claires. Une erreur. J'ai presque ri. C'était si absurde. Une erreur, c'est se tromper sur la facture d'épicerie. Une erreur, c'est oublier de récupérer Michel à l'école. Ce que tu as fait le jour où ta fille est morte n'a pas de nom. Joseph, il commença à pleurer pour de vrai, sanglotant comme un enfant pendant une seconde. J'eus presque pitié de lui, presque... mais l'image de lui avec cette femme revint avec force, éclipsant toute compassion qui aurait pu surgir. J'allai dans la chambre d'Anne. Tout était tel qu'elle l'avait laissé avant d'aller à l'hôpital. Le lit avec le couvre-lit de princesse Disney, qu'elle avait insisté pour qu'on achète, l'ours en peluche, borgne qu'elle appelait courageux, les dessins colorés sur les murs, presque tous de notre famille se tenant la main, sous un soleil souriant, cette pièce pleine de vie, et maintenant sa propriétaire ne reviendrait jamais. Je m'assis sur le petit lit, serrant courageux contre ma poitrine. C'est alors que les larmes vinrent, un pleur silencieux d'abord, puis des sanglots qui secouaient tout mon corps. Je pleurais jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes à verser. Je ne sais pas combien de temps je restais là. La sonnette retentite. C'était la maison funéraire apportant le corps de ma petite Anne. C'est alors que la réalité me frappa de plein fouet. Ce n'était pas un cauchemar dont je me réveillerais, c'était réel. Ma fille n'était plus en vie, mon mariage n'existait plus. Je devais trouver la force de faire face à la veillée, à l'enterrement, à tout ce qui viendrait après. La maison se remplit bientôt de voisins, d'amis, des camarades d'école d'Anne. Le petit cercueil fut placé dans le salon, entouré de fleurs. Les gens se relayaient pour offrir des mots de réconfort qui n'atteignaient même pas mes oreilles. Joseph se tenait dans un coin, recevant des étreintes, prétendant être le père dévasté par la perte. Michel, mon garçon, était en état de choc. Il ne pleurait pas, ne parlait pas, regardait simplement le cercueil de sa sœur, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Ma mère arriva au milieu de la nuit. Je n'oublierai jamais quand elle franchit la porte, yeux déjà rouges d'avoir pleuré dans le bus et bras ouverts. Cherchant les miens, je m'accrochais à elle comme à une bouée au milieu d'un océan en tempête. Ma fille, répétait-elle, main à son forte. Je n'avais jamais eu autant besoin de ma mère qu'à ce moment-là,
quand nous eûmes un moment seul dans la cuisine, je lui racontais pour Joseph, je ne pouvais pas retenir, j'avais besoin de partager cette douleur avec quelqu'un. Ce salaud, dit-elle doucement, pour que personne n'entende. Comment a-t-il pu faire ça aujourd'hui? De tous les jours, je ne sais pas, maman, je ne comprends pas. Je ne peux même pas regarder son visage. Et que vas-tu faire, ma fille? Je retourne avec toi, Michel, à la cône, après que tout cela soit fini. Je ne peux pas rester dans cette maison avec cet homme. Et le serra ma main. Comprenant sans besoin de plus de mots, le reste de la nuit fut un flou de visages, de voix, de pleurs retenus. La douleur, l'épuisement me rendaient engourdie, comme si je regardais tout de l'extérieur de mon propre corps. Parfois, je sentais le regard de Joseph sur moi, un mélange de culpabilité, de supplication que je faisais exprès d'ignorer à l'aube, quand la plupart des gens étaient déjà partis. Je restais seule à côté du cercueil de ma petite fille. Michel s'était enfin endormi sur le canapé, épuisé d'avoir pleuré silencieusement. Joseph était sur le porche, fumante, parlant doucement avec un collègue de la poste. Ma mère était dans la cuisine, préparant du café pour les quelques personnes restées à la veillée. C'est alors que je remarquai le téléphone portable de Joseph sur la table. Dans ces années-là, les téléphones portables étaient pour les riches, mais il en avait reçu un au travail pour les urgences, l'appareil vibre, indiquant un message sans réfléchir 2 fois. Je le pris, l'ouvris, c'était elle, Rose. Je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que c'était pas le bon moment. Appelle-moi quand tu pourras. Je m'inquiète pour toi. L'audace, l'impudeur, pas un mot sur Anne, sur la tragédie qui s'était produite, juste de l'inquiétude pour son amant, pour le moment interrompu. Quelque chose se brisa en moi. C'était pas juste la douleur de la perte, l'humiliation de la trahison, c'était une colère primitive, viscérale, qui monta dans ma gorge comme de l'acide sur une impulsion. J'écoutai les salons, traversai les porches où Joseph parlait, marchais dans la rue. Constance, où vas-tu? L'entendis-je appeler. Confuse, je ne répondis même pas. Je continuais à marcher sans direction claire. Il était presque 4 heures du matin. Les rues étaient désertes, dangereuses pour une femme seule, mais je m'en fichais. Rien ne pouvait être pire que ce que je vivais déjà. Je finis au terrain de jeu du quartier. Je m'assis sur un banc, regardant la balançoire où Anne aimait jouer, toujours demandant « plus haut, maman, plus haut ». À ce moment-là, je voulais juste disparaître, m'évanouir de ce monde qui était devenu insupportablement cruel en moins de 24 heures. C'est alors que je vis le téléphone toujours dans ma main, sans trop réfléchir. Je composais le numéro de Rose. Elle répondit à la 2e sonnerie, sa voix ensommeillée. « Joe, c'est toi. »« Non. »« Rose. » »« C'est. » Constance. Silence à l'autre bout de la ligne. Je pouvais presque entendre son cœur battre. « Constance. »« Joe. »« Ma fille est morte aujourd'hui. »« Rose. » Ma voix sortit étrangement calme, presque douce.
ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Ma petite fille de 9 ans est morte pendant que vous deux faisiez l'amour dans mon lit. Mon Dieu, Yana Sava se passe, je le jure, Yana Sava se passe. Maintenant tu sais, et tu sais quoi d'autre? Vous vous méritez l'un l'autre, vous êtes taillés dans le même tissu, alors tu peux l'avoir. Je ne demande qu'une chose, quand tu te coucheras avec lui dans notre lit, souviens-toi. Pendant que vous vous amusiez, je regardais ma fille cesser de respirer pour toujours. Je raccrochais avant qu'elle puisse répondre. Je commençais à rire, un rire hystérique, incontrôlé, qui se transforma bientôt en pleurs à nouveau. Je restais là, riante, pleurant comme une folle, jusqu'à ce que je sente une main sur mon épaule. C'était ma mère. Elle m'avait suivie, inquiète. Rentrons à la maison. Ma fille, tu dois te reposer un peu. Quelle maison? Maman, c'est plus ma maison. Alors, allons chez la voisine Odette, dit-elle. Nous pouvons rester là-bas. Allonge-toi un peu avant l'enterrement. Enterrement. Le mot tomba sur moi comme une pierre. Dans quelques heures, il mettrait mon Annie dans la terre. Je ne verrai plus jamais ce sourire, n'entendrai plus ce rire, ne sentirai plus son étreinte serrée autour de mon cou. Je revins avec ma mère, mais pas à la maison. Nous allâmes chez Odette, qui m'accueillit à bras ouverts, sans poser de questions. Je m'allongeai dans le lit d'Amy. Plus à l'insistance de ma mère que par ma propre volonté, je ne pourrais pas dormir de toute façon. Cependant, l'épuisement me vainquit. Je dormis d'un sommeil lourd, sans rêve, le genre qui ressemble plus à un évanouissement qu'à du repos. Quand je me réveillai, il était déjà 9 heures du matin. L'enterrement était prévu pour 10 heures. Je retournai à la maison seulement pour changer de vêtements. Joseph était là, assis dans la cuisine avec une tasse de café intacte devant lui. Quand il m'invite, il bondit. Constance, nous devons parler. Pas maintenant, Joseph. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Écoute-moi. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais j'aime toi, Michel. Nous pouvons surmonter ça ensemble, en famille. Je le regardais comme si je voyais un étranger. Comment pouvait-il parler de famille le jour où nous allions enterrer notre fille? Comment pouvait-il penser qu'il y avait quelque chose à surmonter? Famille, répétai-je, incrédule. Quella famiglia, Joseph. Notre famille s'est terminée hier, 2 fois. D'abord quand Annie nous a quittés, puis quand je t'ai trouvé avec cette femme. C'était une terrible erreur. Je sais, mais assez. Je le coupais avec un geste. Maintenant, nous allons nous préparer, enterrer notre fille avec dignité. Après, tu vas quitter cette maison, quitter pour aller où? Partout où tu veux, en faire, de préférence ou chez ta maîtresse. Je m'en fiche, tu ne resteras plus ici. Il sembla se dégonfler devant mes yeux. Toute l'arrogance, tout le désespoir d'il y a quelques instants cédèrent la place à une acceptation misérable. À cet instant, je pense qu'il comprit qu'il avait tout perdu. Sa fille, par la main du destin, c'est Femme, son fils, par l'œuvre de sa propre stupidité. L'enterrement fut aussi douloureux que je l'avais imaginé. Le cimetière était plein.
Il semblait que la moitié du quartier était venu dire adieu à Annie. Les enfants de son école vinrent en uniforme, chacun avec une fleur blanche. Son institutrice avait organisé un petit hommage où chaque petite amie disait une qualité de ma fille. Gentile, joyeuse, amicale, of courageous. Chaque mot était comme un couteau dans mon cœur maternel. Quand ils commencèrent à descendre le cercueil, Sentes m'as ambas faibleur. S'il n'y avait pas eu ma mère d'un côté, Odette de l'autre, je crois que je serais tombée là. Michel s'accrocha à ma taille, cachant son visage contre mon corps, comme s'il ne voulait pas voir sa sœur disparaître dans la terre sombre. Joseph pleura tout le temps, d'une manière si authentique que pendant un instant, j'eus un soupçon de pitié. Il était père, après tout, aussi mauvais qu'il ait été comme mari, il n'avait jamais été un mauvais père. Il aimait les enfants, jouait avec eux, racontait des histoires avant le coucher. Mais ce jour-là, cet amour paternel ne signifiait rien pour moi. La trahison avait tout empoisonné. Après l'enterrement, nous revîmes à la maison. La plupart des gens partirent, seuls restèrent ma mère, Odette, quelques voisins plus proches qui commencèrent à organiser la cuisine, laver les tasses utilisées pendant la veillée, ranger la nourriture que les gens avaient apportée. Joseph disparut, je ne sais où. Et honnêtement, je m'en fichais. Tout ce que je voulais était de prendre une douche, prendre des vêtements pour moi, Michel, et aller à Lacaune, chez ma mère, recommencer, loin de Joseph, loin des souvenirs, loin de la douleur de la trahison. Je ne savais pas à ce moment-là que Joseph était allé chercher mon père, qu'il parlait, comploter quelque chose qui changerait le cours de cette histoire pour toujours. Je ne savais pas que le troisième coup de ce jour maudit était encore à venir, plus cruel, plus dévastateur que je n'aurais pu l'imaginer. Mais mes chers amis, est la partie la plus difficile de cette histoire, celle qui, pendant presque un demi-siècle, je gardais enfermée au fond de mon âme, sans le courage de la raconter à quiconque, la partie qui me réveille encore au milieu de la nuit en sueur froide, même après tant de temps. C'est aussi la partie qui m'a fait comprendre que parfois la personne qui devrait vous protéger est précisément celle dont vous devez vous défendre le plus, et que la vengeance, aussi douce qu'elle puisse paraître, n'apporte pas toujours le soulagement que nous attendons. Quand tous les visiteurs furent partis, j'étais seule avec Michel, qui s'était endormi d'épuisement sur le canapé, ma mère rangeant la cuisine en silence. La maison avait ce silence lourd qui n'existe qu'après que la mort est passée par un lieu, un silence qui étouffe, qui fait que chaque petit bruit, une tasse heurtant une soucoupe, un oiseau chantant dehors, semble une offense. Je vais prendre une douche. Maman, dis-je, me traînant vers la salle de bain, puis je vais préparer nos affaires. Je veux prendre le bus pour Lacaune demain matin. Ma mère hocha la tête, sans même la force de parler. Elle était aussi détruite. Annie était sa seule petite fille. La princesse qu'elle couvrait de gâteries à chaque visite. La douche fut longue. Schaude, je laissai l'eau couler sur mon corps, comme si elle pouvait laver non seulement la saleté, mais la douleur, la colère.
tout ce qui était mauvais s'était accumulé en moins de 48 heures. Bien sûr, ça ne fonctionna pas. Aucune douche au monde ne pourrait nettoyer cette tache. Sur l'âme, je sortis de la salle de bain, enveloppée dans une serviette, allai dans la chambre, chercher des vêtements propres, j'ouvris l'armoire. La première chose que je vis fut une chemise de Joseph. Sans réfléchir, je la saisis, la jetai par la fenêtre, puis son pantalon, une autre chemise, tous ces vêtements que je pouvais attraper. J'étais au milieu de ce rituel de purification quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. J'imaginais que c'était Joseph qui revenait rapidement. Je mis une chemise de nuit, un peignoir par-dessus. Aller au salon pour lui dire que je voulais qu'il sorte de cette maison cette nuit-là même. Mais ce n'était pas mon mari, c'était mon père, Étienne, debout dans le salon, main dans les poches de son pantalon, usé, son vieux chapeau de paille tenu entre ses doigts, un homme d'environ 65 ans, maigri, voûté par une vie de dur labeur à la ferme, mais toujours avec ce regard dur qui m'effrayait depuis l'enfance. « Papa, que fais-tu ici ? Je pensais que tu ne pouvais pas venir à l'enterrement à cause de ton dos, dis-je, confuse par son apparition soudaine. Ça va mieux, répondit-il. Sec, comme toujours, il était jamais homme de beaucoup de mots. Ta mère est dans la cuisine. Il hocha la tête, resta là, me regardant d'une manière étrange qui mit mal à l'aise. Ce n'est qu'alors que je réalisais ce que j'avais d'abord ignoré. J'étais juste en chemise de nuit. Peignoir, cheveux mouillés sur mes épaules. Je me sentais exposée, vulnérable. Je vais m'habiller correctement. Je reviens tout de suite. Murmurai-je, tournant le dos, me dirigeant vers la chambre, en passant par la cuisine. Je vis ma mère assise à la table, regardant dans le vide, avec une tasse de café froid devant elle. Elle n'avait pas semblé remarquer l'arrivée de son mari. Maman, papa est ici, avertis-je, trouvant toute la situation étrange. Elle leva la tête. Surprise, ton père, ici. Son ton m'alarma encore plus. Quelque chose n'allait pas, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Oui, il est dans le salon. Dis-je, son dos va mieux. Le visage de ma mère devint pâle d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle est bandite. Renversant le café sur la table, Constance, ne sois pas seule avec lui. Attends-moi. Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, j'entendis la voix de mon père appeler depuis le couloir. Marguerite, tu es là. Viens ici. J'arrive. Étienne, répondit ma mère, sa voix tremblante, puis se tournant vers moi, elle murmura, va dans ta chambre, enferme-toi là-dedans, ne sors pas tant que je ne t'appelle pas. Rien n'avait de sens. Pourquoi ma mère, toujours si soumise à mon père, me donnait-elle maintenant des ordres pratiquement et pourquoi ne devais-je pas être seule avec mon propre père? Confuse, mais obéissante, comme je l'avais toujours été. Je me dirigeais vers la chambre. Je ne m'enfermais pas vraiment comme elle l'avait demandé. Cela semblait trop extrême. Même en ce jour de folie, je m'habillais rapidement en pantalon. Chemisia simple. Je finissais de sécher mes cheveux avec la serviette
quand la porte s'ouvrit sans avertissement. C'était mon père. Encore, ma mère n'était pas avec lui. Où est-ce maman? Demanda-je, immédiatement mal à l'aise. Je l'ai envoyé acheter des cigarettes au magasin. Je voulais te parler seule. Mon estomac se noua. Il y avait quelque chose de sinistre dans sa voix, dans les mains agitées qui continuaient à tourner le chapeau, dans le regard qui maintenant errait sur mon corps, sans aucune honte. Parler de quoi? Papa, aujourd'hui n'est pas un bon jour. Je viens d'enterrer ma fille. C'est exactement de ça que je veux parler. Il ferma la porte derrière lui. Le clic de la poignée résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Ton Joseph m'a dit ce qui s'est passé, que tu l'as surpris avec une autre femme. Alors c'était ça. Joseph avait cherché mon père, probablement pour lui demander d'intervenir en sa faveur, de convaincre sa fille, têtue de donner une autre chance à son mari. Typique. Y a rien à discuter. Papa, ça se finit. Je retourne à la cône avec Michel demain. Il fit un pas dans ma direction. Instinctivement. Je reculai. Non, tu n'y vas pas. Tu vas rester ici avec ton mari, une femme séparée, donne aux gens de quoi parler, devient une raison de ragot. Je n'ai pas élevé une fille pour qu'on parle mal d'elle. Avec tout le respect, papa, cette décision est la mienne. Je suis adulte, j'ai ma propre vie. C'est alors qu'il sourit, un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Un sourire qui ne correspondait pas à ce visage toujours fermé, toujours sérieux. Un sourire qui fit geler mon sang dans mes veines. Joseph m'a dit que tu as été très rebelle, que tu ne le respectes plus comme mari, que tu refuses tes devoirs d'épouse. Je sentes mon Vesager Bruder, qu'avait exactement dit Joseph à mon père. Quelles intimités conjugales avait-il exposées à cet homme qui le connaissait à peine, qui ne voyait que lors de nos rares visites à la cône. Ça ne te regarde pas, c'est entre lui et moi. Un autre pas dans ma direction, un autre recul de ma part, jusqu'à ce que je sente le mur froid contre mon dos. Il n'y avait plus nulle part où aller. C'est mon affaire. Ma fille doit honorer le nom de la famille, doit être une femme correcte, pas ces sottises modernes d'aujourd'hui. Papa, s'il te plaît, sors de ma chambre. Je n'ai pas l'état d'esprit pour cette conversation maintenant. Il lâcha le chapeau sur le lit. Ses mains, maintenant libres, semblaient encore plus menaçantes. Ton Joseph m'a demandé une faveur, m'a demandé de te parler, de te faire comprendre la place d'une femme. Mais les mots ne fonctionnent pas avec toi. Ils n'ont jamais fonctionné. Tu as toujours été trop têtu. Ce qui se passa ensuite me tourmente encore dans mes cauchemars. Ça me fait encore me réveiller en criant au milieu de la nuit. Même après tant de décennies, ça me fait encore me sentir sale. Utiliser, moins qu'humaine, mon propre père, l'homme qui devrait me protéger du monde, se jeta sur moi avec une violence que je n'avais jamais imaginée. Existait en lui des grandes mains cailleuses du travail à la ferme. Saisir mes bras avec assez de force pour laisser des bleus qui durèrent des semaines, sa bouche, avec une haleine de whisky que j'avais pas remarqué avant, se pressa contre la mienne, alors que j'essayais de crier, d'appeler à l'aide, de comprendre ce qui se passait. Je vais t'apprendre à être une femme correcte, grogna-t-il entre des baisers forcés.
des mains qui déchiraient mes vêtements tout juste enfilés. Je vais te montrer comment obéir à un homme. Yelutai. Je le jure devant Dieu. Je luttais avec toute la force que j'avais. Je griffais, mordis, donnais des coups de pied, mais il était plus fort, beaucoup plus fort. Et j'étais déjà faible, détruite par la perte de ma fille, par la trahison de mon mari, par tout ce qui s'était passé dans les dernières 48 heures. Quand il me jeta sur le lit, dans un mouvement brutal qui faillit déboîter mon épaule, j'étais certaine que j'allais mourir là, que après tout cela, ce serait ma fin. Violée par mon propre père, sur le même lit où mon mari m'avait trahi quelques heures avant, dans la même maison où ma fille ne rentrerait plus jamais, c'est alors que j'entendis un bruit, quelque chose de louche, tombant, se brisant. La pression de son corps sur le mien diminua soudainement. J'ouvris les yeux que je n'avais pas réalisé avoir fermé si fort. Je vis ma mère debout à côté du lit. Dans ses mains, les restes d'une lampe en céramique qui était sur la table de chevet. Mon père gisait sur le côté, sur le lit, tenant sa tête, du sang coulant entre ses doigts. Cause, ma fille, dit ma mère dans une voix qui ne semblait pas être la sienne, une voix ferme, décisive, que j'avais jamais entendue de cette femme, toujours si soumise. Prince Michel va chez Odette, maintenant. Je sais pas comment je parvins à me lever, comment je parvins à ajuster mes vêtements déchirés assez pour couvrir mon corps. Mes jambes tremblaient tellement que je pensais tomber à chaque pas. Mais l'instinct de survie est quelque chose de puissant. Je courus au salon où Michel dormait encore sur le canapé, inconscient de tout ce qui s'était passé. Je le pris dans mes bras. Même s'il était déjà trop grand pour cela, je sortis par la porte sans regarder en arrière, sans chaussures, sans sac à main, avec rien d'autre que mon fils dans mes bras, la terreur courant dans mes veines. Odette, la voisine qui avait été si serviable ces dernières heures, ouvrit la porte à la première sonnerie, un seul regard sur mon état, vêtements déchirés, yeux écarquillés de terreur, le fils inconscient dans mes bras. Zophit, elle me tira à l'intérieur, verrouilla la porte, me conduisit dans la chambre à l'arrière, sans poser de questions. Resteici, je vais te faire du thé. Je posai Michel sur le lit, le couvrant d'un drap propre qui sentait l'adoucissant. Il ne bougea même pas, trop épuisé par la terrible journée que nous avions traversée. Je m'assis à côté de lui, tremblant, sans pouvoir m'arrêter, essayant de traiter ce qui s'était passé, ce qui avait presque eu lieu. Odette revint avec le thé promis, quelque chose de plus, une robe propre pliée sur son bras, prend une douche, change de vêtements. Après, si tu veux parler, je suis là. Si tu ne veux pas, je suis là aussi. La gentillesse de cette femme, qui n'était même pas une parente, juste une voisine avec qui j'échangeais des recettes de temps en temps, me fit presque m'effondrer à nouveau. Mais je n'avais plus de larmes. J'étais sèche à l'intérieur, accreuse, comme si on avait arraché tout ce qui faisait de moi un être humain. Je pris une autre douche.
Jasudette. Je frottais ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge, comme si je pouvais laver sans toucher. Zone odeur, je mis la robe empruntée, trop grande pour moi, mais confortable dans sa simplicité de coton. Quand je revins dans la chambre, Michel dormait encore. Je m'allongeai à côté de lui, le tirant contre ma poitrine, comme je le faisais quand il était petit, avait des cauchemars, mais le cauchemar maintenant, c'était moi qui l'avais. Il n'y avait pas de giron de mer qui puisse me réconforter. Je ne sais pas combien de temps passa, j'avais perdu toute notion de temps, d'espace, de tout. À un moment, j'entendis frapper à la porte. La voix étouffée d'Odette. « Constance, ta mère est ici. » Ma mère, mon Dieu, ma mère était restée là, bas avec lui. Que pouvait-il s'être passé Elle peut entrer, répondis-je. Ma voix rauque d'avoir tant pleuré. La porte s'ouvrit. Là, elle était Marguerite, ma mère, son visage marqué par une vie de dur labeur, de soumission, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, une étincelle, une détermination que je n'avais jamais vue avant. Elle entra, ferma la porte derrière elle, s'assit au bord du lit. Pendant un moment, nous nous regardâmes simplement, mère et fille, unies par un terrible secret qui ne pourrait jamais être partagé avec le monde. Il ne te fera plus de mal, Constance, jamais, dit-elle, et fine. Sa voix basse pour ne pas réveiller Michel. Plus jamais. Je ne demandais pas ce qu'elle voulait dire par là. Je ne voulais pas savoir. Certaines choses sont mieux laissées, non, dites non-planement comprises. Comment savais-tu, demandai-je à la place, comment savais-tu qu'il allait? Parce qu'il l'a déjà fait avant, répondit-elle, ses yeux fixés sur ses propres mains, nurses, vieillies prématurément par le travail dur, pas à moi, à d'autres. Un frisson me parcourut l'échine, d'autres, combien? Qui, quand tu étais petite, nous avions une voisine, Marie-Joseph. Tu te souviens d'elle? Je hochai la tête. Une jeune femme, jolie, qui vivait seule, me donnait des bonbons quand elle me rencontrait dans la rue. Un jour, elle fut retrouvée morte. Ils dirent que c'était un suicide, qu'elle s'était pendue, mais j'ai vu les bleus sur son corps. Quand j'ai aidé à la préparer pour la veillée, c'était pas des marques faites par une corde. L'horreur de cette révélation me laissa sans voix. Mon père, un meurtrier, c'était trop à traiter, à accepter. Il n'est pas un homme bon. Constance, il ne l'a jamais été. Je suis restée avec lui toutes ces années parce que j'avais peur de ce qu'il pourrait me faire. À toi. Mais maintenant, elle s'arrêta, comme si elle en avait trop dit. Ses yeux semblèrent soudain distants, presque vitreux, et Joseph, demandai-je, changeant de sujet, incapable d'entendre plus sur mon père, s'escrimes, où est-il? Une ombre passa sur le visage de ma mère. Il est parti. Parti, que veux-tu dire? Après que je l'ai frappé avec la lampe, il est apparu à la porte de la chambre, a tout vu, la situation, le sang. Toi qui fuyais, il était sous le choc, a dit qu'il allait appeler la police. Je lui ai dit de ne pas le faire, que s'il appelait la police,
Je dirais que tout était son idée, qu'il avait conspiré avec ton père pour te donner une leçon parce que tu avais découvert son aventure et c'était ça, demandai-je, le souffle suspendu. C'était son idée. Ma mère hésita, comme si elle pesait combien. Elle devait me dire, pas exactement, ton père avait déjà cette maladie en lui. Joseph juste fournit l'occasion. Il a dit à ton père que tu étais impossible, que tu devais être dompté. Ton père l'a interprété à sa manière, avec le mal qui existait déjà en lui. Je fermais les yeux, essayant de digérer tout cela. Joseph n'avait pas exactement planifié ce qui s'était passé, mais il avait planté la graine. Il avait ouvert la porte pour que le loup entre. Où est-il allé? Je ne sais pas. Ma fille, il a pris une valise, mis quelques vêtements, a dit qu'il ne pouvait plus te regarder en face après ce qu'il avait fait, qu'il préférait disparaître. Un problème de moins, au moins, je n'aurais pas à le confronter, à expliquer à Michel pourquoi son père était parti. Il s'en était chargé lui-même, fuyant comme le lâche qu'il était. Et mon père, demandai-je, bien que je ne sois pas sûre de vouloir connaître la réponse, ma mère resta silencieuse longtemps. Quand je parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Mais elle portait le poids d'une décision irréversible. Ton père ne fera plus de mal à personne. Constance jamais. Cette nuit-là, allongée dans le lit chez Odette, avec Michel dormant à côté de moi, ma mère somnolent dans une chaise dans le coin de la pièce, je compris que ma vie avait changé pour toujours, pas seulement à cause de la perte d'Anne, qui laisserait un trou éternel dans mon cœur, pas seulement à cause de la trahison de Joseph, qui avait détruit toute foi que j'aurais pu avoir en les hommes, mais surtout à cause de l'horreur que mon propre père avait tenté de m'infliger, et à cause de la réaction de ma mère, une femme que j'avais toujours jugée faible, soumise, incapable de se défendre, mais qui avait trouvé la force de protéger sa fille d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Cette nuit-là, entre l'épuisement extrême, le traumatisme récent, je fis un rêve vif, intense, qui semblait plus réel que la réalité elle-même. Dans ce rêve, je voyais ma mère dans la cuisine de notre maison, remuant quelque chose dans une grande marmite, celle qu'elle utilisait pour faire du savon. Dans le rêve, elle fredonnait doucement en remuant le contenu fumant, et à l'arrière de la cuisine, jeté dans un coin comme un sac de pommes de terre, il y avait le corps de mon père, immobile, ses yeux ouverts, fixant le néant. Je me réveillai, sursautante, une sueur froide, avec la terrible certitude que c'était pas juste un rêve, mais je ne posais jamais la question. Certaines vérités sont trop lourdes à porter et j'étais déjà surchargée de ma propre douleur. Le lendemain matin, nous prîmes le premier bus pour Lacaune, Town. Moi, Michel, ma mère, nous laissâmes derrière la maison les meubles, les souvenirs. Nous laissâmes derrière une vie entière qui était devenue insupportable en seulement 48 heures. Personne ne posa de questions sur mon père, ni les voisins, ni les parents à Lacaune. Quand nous arrivâmes là-bas, c'était comme si tout le monde
comprenait instinctivement qu'il valait mieux ne pas aborder le sujet, comme si un accord silencieux avait été conclu, ne pas demander, ne pas dire, avancer, et c'est ce que nous fîmes, nous avançamos, portant nos cicatrices invisibles, nos terribles secrets, notre douleur partagée, 3 générations de femmes marquées par la violence d'hommes qui auraient dû nous protéger, nous aimer, nous respecter, mais cette histoire n'est pas encore finie, mes chers spectateurs, car le destin, ce romancier imprévisible, avait encore quelques rebondissements en réserve pour nous, des rebondissements impliquant des retrouvailles inattendues, des révélations choquantes et une vengeance qui prit des années à planifier, mais qui, quand elle vint, fut aussi douce que le miel le plus pur. Les premiers mois à la Cône furent comme marcher dans un champ de mine. Chaque pas faisait mal, chaque souvenir explosait à l'intérieur de moi. Michel, pauvre petit, souffrait en silence, ne comprenant pas vraiment pourquoi nous avions tout laissé derrière. La maison, ses amis, l'école qu'il aimait tant, il savait seulement que sa petite sœur était partie au ciel, que son père était parti en voyage pour le travail, des mensonges miséricordieux que nous racontions pour protéger un enfant de 11 ans de vérités trop lourdes à porter. Nous nous installâmes dans la maison simple de ma mère, 2 petites chambres, salon et cuisine combinés, une petite salle de bain à l'arrière. La cour était la meilleure partie, grande, avec des pommiers, des poiriers, des cerisiers, où Michel pouvait jouer quand il n'était pas à sa nouvelle école. Je me réveillais chaque jour avec ce sentiment de poids sur la poitrine. Vous savez, quand vous rêvez que vous tombez dans un abîme sans fin, vous vous réveillez en sursaut avant de toucher le sol. C'était comme ça. Sauf que je ne me réveillais jamais vraiment. Je vivais dans un cauchemar constant, souhaitant que la terre m'engloutisse pour être près de mon Annie. Ma mère réalisa bientôt que je sombrais. J'avais peu être perdue, ma fille, mon mari, ma dignité, mais j'avais encore un fils qui avait besoin de moi. Michel dépendait de sa mère pour survivre, pour grandir, pour devenir un homme différent de ceux qui nous avaient fait du mal. Sors de ce lit. Constance, me disait ma mère chaque matin, tirant les couvertures avec une fermeté que je n'avais jamais vue en elle auparavant. Le soleil s'est levé, tu as un fils à élever. C'était comme si ce qui s'était passé avait transformé ma mère, cette femme soumise, silencieuse, qui acceptait tout la tête baissée, avait disparu. À sa place émergeait une guerrière avec des rides sur le visage, une force dans ses mains cailleuses, une femme qui, après des décennies à endurer le pire des maris, s'était enfin libérée. Comment? Je ne demandais jamais directement. Certaines réponses sont trop dangereuses à avoir. Un mois après notre arrivée, je commençais à chercher un emploi. La maigre pension de ma mère couvrait à peine. Nous 3, j'avais besoin d'occuper mon esprit avec autre chose que la douleur. Mon expérience d'aide-soignante m'aida. Je trouvais un poste dans une petite clinique à la périphérie de la ville. Le travail fut mon salut. Soigner les autres, nettoyer les blessures d'autrui, faire des injections, panser des plaies.
C'était des problèmes concrets que je pouvais résoudre, contrairement aux trous dans ma poitrine que rien ne pouvait refermer. Je travaillais 6 jours par semaine, souvent faisant des heures supplémentaires, juste pour ne pas rentrer à la maison, affronter le silence de la nuit. Michel s'adapta peu à peu. Les enfants ont cette incroyable capacité à recommencer. Il se fit des amis à sa nouvelle école, commença à jouer au baseball dans un terrain de terre près de la maison. Recomincia a sourire. De temps en temps. Les cauchemars diminuèrent avec le temps. Il cessa de demander des nouvelles de son père. Après les 6 premiers mois sans nouvelles. C'est pendant ce temps que Joseph réapparut, pas en personne, grâce à Dieu. Il n'avait pas ce courage. Il envoya une lettre cachetée de lion, des danses. Il demandait pardon pour ce qu'il avait fait, disait qu'il travaillait dans une banque, qu'il avait commencé une nouvelle vie. Il demandait des nouvelles de Michel, s'il allait bien, s'il s'était adapté. Il ne demanda pas de mes nouvelles, pas une seule fois. À la fin, il demandait d'envoyer des nouvelles par une boîte postale. Je déchirai la lettre en 1000 morceaux, la jetai dans les toilettes. Fin de l'histoire. Du moins, c'est ce que je pensais. 1 an après notre déménagement, nous reçûmes une visite inattendue. C'était un dimanche matin. Ma mère et moi préparions le déjeuner. Pendant que Michel jouait dans la cour, la sonnette retentit. Quand j'ouvris la porte, je me retrouvai face à elle, Rose, la rousse du bureau de poste, la maîtresse de mon mari. Avant que vous ne l'imaginiez, non, je ne l'ai pas attaquée. Je n'ai pas arraché ses cheveux roux un par un, comme j'en avais rêvé tant de fois. J'étais paralysée à la porte, incapable de croire ce que mes yeux voyaient. Elle était différente, plus maigre, cheveux plus courts, cernes profonds sous les yeux, marquant le visage que j'avais autrefois trouvé joli. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans, en seulement 1 an. Puis-je entre démandaté. Elle, sa voix si basse que je l'entendis à peine. « Il y a vraiment besoin de te parler. » Mon premier instinct fut de lui claquer la porte au nez. Mais quelque chose m'arrêta. Peut être la curiosité, peut être l'expression véritablement effrayée sur son visage. 5 minutes, répondis-je, lui faisant signe d'entrer. Mon fils est à la maison. Je ne veux pas qu'il te voie. Je conduisis Rose sur le porche arrière, aussi loin que possible de la cour où Michel jouait. Ma mère, qui avait tout vu depuis la cuisine, fit un mouvement pour nous suivre, mais je lui fis signe de rester où elle était. C'était une conversation que je devais avoir seule. « Dis vite ce que tu veux », exigeai-je dès que nous fûmes assises. « J'ai pas toute la journée. » Elle prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut entrelacer ses doigts pour les contrôler. « Je suis venue te prévenir, Constance. Joseph, il n'est pas celui que tu penses. J'aille presqueri. Ciao. Je l'ai déjà découvert de la pire manière possible. Quand je vous ai trouvés tous les deux dans ma salle de bain, non, tu ne comprends pas. » Elle regardait constamment par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse à tout moment. Il est dangereux, très dangereux. C'est alors que je remarquai ce que j'avais d'abord ignoré, une ecchymose jaunâtre sur son cou, partiellement couverte par le col haut de sa robe. Sans réfléchir, j'étendis la main, tirai le tissu.
révélant une marque violette en forme de doigt. C'est lui qui t'a fait ça. Demandai-je soudain en alerte. Elle hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes et bien plus. Constance, il ne m'a utilisé que pour te faire du mal, pour nous faire du mal. J'étais stupide. Je pensais qu'il m'aimait, qu'il te quitterait pour être avec moi, mais il voulait pas ça. Il voulait seulement, voulait quoi, questionnai-je, quand elle hésita, te détruire. Il te haïssait, il disait que tu l'étouffais, que tu étais trop contrôlante, que tu avais ruiné sa vie en tombant enceinte si jeune. Et il détestait particulièrement Anne parce qu'elle était malade, était un fardeau, nécessitait de l'argent pour les médicaments en euros. Un frisson me parcourut l'échine. Cela n'avait pas de sens. Joseph avait toujours semblé aimer les enfants, surtout Anne, qu'il gâtait comme une princesse. Tu mens, l'accusais, je. Il adorait Anne. Devant toi, oui, pour sauver les apparences, mais quand nous étions seuls, elle déglutit difficilement. Il disait des choses horribles, que ce serait mieux si elle mourait bientôt, qu'alors tu pourrais avoir une vie normale sans frais médicaux, sans souci. Moment de vacille, je dus m'accrocher à la chaise pour ne pas tomber. Était-ce possible, Joseph, le père dévoué, souhaitant la mort de sa propre fille, c'était trop monstrueux pour y croire, et pourtant, quelque chose dans cette révélation avait un sens terrible. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Demanda-je, essayant de garder mon calme. Pourquoi es-tu venu ici ? Parce qu'il est de retour. Sa voix tremblait autant que ses mains. Il est à Albi encore. Il pose des questions sur toi, sur Michel. Il a découvert où vous êtes. Il a dit qu'il va récupérer ce qui lui appartient. J'ai me figué l'idée de Joseph apparaissant à notre porte, voulant reprendre Michel au Pélet, faire quelque chose contre nous. Comment sait-il où nous sommes Il a encore des contacts à la poste. Il a tracé le transfert de ton identifiant de travail. Ta nouvelle adresse, Constance, tu dois être prudente. Il n'est pas l'homme que tu pensais connaître. Quand il boit, il s'est transformé, devient un monstre. Je me souviens de mon père, un autre monstre déguisé en homme ordinaire, une autre menace invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et toi, demandai-je, regardant à nouveau les marques sur son cou, pourquoi ne t'enfuis-tu pas ? Je suis venue ici en secret. J'ai pris le dernier argent en euros que j'avais économisé. Je vais à Marseille. J'ai un cousin là-bas. Je suis juste venue te prévenir d'abord parce que elle hésita, mordant sa lèvre inférieure, parce que je me sens coupable pour tout, pour Anne, pour ce jour-là, pour ce qui s'est passé après. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne le demande pas. Je ne voulais simplement pas avoir une autre mort sur la conscience. La mention désinvolte de la mort m'alerta. Il y avait plus dans cette histoire, quelque chose qu'elle ne me disait pas. Quelle est morte. De quoi parles-tu? Rose Polite, réalisant qu'elle en avait trop dit, elle se leva brusquement, ajustant son sac sur son épaule. Il faut que j'y aille. Je t'ai prévenu, sois prudente. Constance, très prudente. Elle était déjà à la porte quand je la rattrapais. Saisissant son bras
fermement, tu ne pars pas comme ça. Dis-moi tout maintenant. Nos regards se croisèrent, le mien dur comme la pierre, le sien débordant de terreur. Il a dit qu'il s'était occupé de ton père, que c'était lui qui avait aidé ta mère à résoudre le problème, que si tu ne reviens pas à lui, il dira tout à la police. Mon sang se glaça dans mes veines. Joseph savait, il savait ce qui s'était passé cette nuit-là avec mon père. Il l'utilisait comme une menace. Je le chaille son bras. Trop abasourdi pour insister, Rose profita de l'occasion pour partir rapidement. Courant presque sur le trottoir, je restais à la porte, essayant de traiter tout cela. Quand je revins à l'intérieur, ma mère était dans le salon, mains croisées sur ses genoux, son visage tendu. Que voulait-elle demanda-t-elle, sa voix contrôlée, mais ses yeux brillants d'inquiétude. Joseph, répondis-je simplement, il est de retour et il sait pour papa. Je n'eus pas besoin d'expliquer davantage. Ma mère comprit immédiatement son visage, normalement si expressif, se ferma en un masque impassible que j'avais appris à craindre. Alors nous devrons nous occuper de lui aussi, dit-elle, avec un calme qui me glaça l'âme. À ce moment-là, regardant cette femme dans la soixantaine, cheveux gris, mains marquées par des décennies de travail dur, je compris une vérité fondamentale. Il n'y a pas de force plus dangereuse au monde qu'une mère protégeant sa progéniture. Et j'étais la fille de ma mère, faite de la même argile, du même sang, de la même détermination féroce que je voyais maintenant dans ses yeux. Non, maman, répondis-je, m'asseyant à côté d'elle. Cette fois, nous le ferons différemment. Cette fois, nous nous assurerons qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne, mais sans nous salir les mains dans le processus. C'est ainsi que notre plan naquit. Un plan qui prendrait des années à exécuter, qui requérait de la patience, de l'intelligence, une sorte de froideur calculée que je ne savais même pas posséder, un plan qui se transformerait en la vengeance la plus douce, la plus terrible que l'on puisse imaginer. Dans les mois qui suivirent, nous continuamos nos vies normalement. Moi travaillant à la clinique, Michel étudiant, ma mère s'occupant de la maison. À l'extérieur, nous étions juste une famille ordinaire, essayant de reconstruire nos vies après une tragédie. À l'intérieur, nous étions une forteresse érigée pierre par pierre contre la menace qui planait sur nous. Je commençais à étudier le soir, suivant un cours technique en administration. Ma mère a appris à mieux coudre, à faire de petites réparations de vêtements pour le quartier. Michel, maintenant entrant dans l'adolescence, commence à montrer un talent pour les mathématiques, que nous ne savions même pas qu'il avait. Chaque centime que nous gagnions, au-delà de ce qui était nécessaire pour survivre, nous l'économisions pas dans une banque. Nous ne faisions pas confiance aux institutions où Joseph pourrait avoir des contacts. Nous le gardions à la maison, dans une cachette que nous seuls connaissions. En même temps, nous gardions les oreilles ouvertes pour toute nouvelle concernant Joseph par d'anciens voisins d'Albi. Nous apprîmes qu'il était revenu en ville, mais ne vivait plus dans notre ancien quartier. Il avait obtenu un emploi dans une banque plus grande, grimpait dans sa carrière
avait apparemment une nouvelle petite amie, une femme bien plus jeune que lui. 3 ans passèrent ainsi. Michel avait maintenant 13 ans, grandissant rapidement, se transformant en un jeune homme qui ressemblait de plus en plus à son père physiquement, seulement, grâce à Dieu, en personnalité, il était l'opposé, doux, attentif, studieux, un garçon qui me remplissait de fierté. C'est alors que je reçus un appel à la clinique. C'était un jeudi. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. La réceptionniste m'appela, disant que c'était urgent, une affaire familiale. Constance, c'est Auguste, tu te souviens de moi, ton cousin au second degré, le fils de tante Joséphine. Bien sûr, je me souvenais, Auguste avait environ 10 ans de plus que moi, avait été comme un grand frère dans l'enfance avant de déménager à Paris quand j'étais encore adolescente. Auguste, quelle surprise! Tout va bien avec toi? Oui, tout va bien. Sa voix semblait tendue, précipitée. Écoute, je t'appelle parce que quelque chose d'étrange s'est passé. Un homme m'a contacté, disant qu'il était ton mari, Joseph Lemoine. C'est bien son nom. Non, mon sang s'églace. Ex-mari, corrigeai-je automatiquement. Que voulait-il de toi? Il posait des questions sur toi, tout sur toi. Michel, ta mère, où vous viviez exactement, si vous aviez déménagé récemment, si je vous avais rendu visite, et que lui as-tu dit? Rien. Bien sûr, Constance. J'ai trouvé ça très étrange. J'ai dit que je n'avais pas été en contact avec vous depuis des années, ce qui est vrai, mais j'étais inquiet. Alors, je t'appelle. Se passe-t-il quelque chose de grave? J'hésitais. Combien devais-je lui dire? Auguste avait toujours été fiable, mais l'impliquer dans nos problèmes pourrait être dangereux pour lui. Joseph et moi, nous sommes séparés il y a quelques années, répondis-je vaguement. Ce n'était pas amical. Il ne devrait pas nous chercher. Je comprends. Écoute, s'il me contacte à nouveau, je les conduirai, mais j'ai pensé que tu devais savoir. Il semblait déterminé. Après avoir raccroché, je continuais à penser. Joseph se rapprochait, resserrait le cercle. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne nous trouve. Je racontais à ma mère, dès que je rentrais à la maison. Son visage âgé devint sérieux. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. Il est temps, dit-elle, simplement. Je savais ce que cela signifiait. Notre plan, soigneusement élaboré pendant 3 ans, devait être mis en action. Nous ne pouvions plus attendre. Le lendemain, je quittais mon emploi à la clinique. J'expliquais que je devais m'occuper de ma mère qui avait des problèmes de santé. Une demi-vérité, elle vieillissait vraiment, ses douleurs articulaires empirant à chaque hiver. Nous vendîmes le peu que nous avions accumulé à la Cône, la machine à coudre de ma mère, quelques meubles de meilleure qualité, même les poules dans la cour. Nous ajoutâmes cet argent en euros à nos économies de 3 ans de dur labeur. Il était temps de disparaître, pas seulement de Joseph, mais de tout notre passé, une nouvelle vie dans un endroit où personne ne nous connaissait, où nous pourrions respirer sans peur. Nous choisîmes Mazamet, dans le Tarn, en Occitanie, une petite ville près de Rodez, mais pas si touristique. Le genre d'endroit où
les étrangers sont remarqués mais reçus avec l'hospitalité du Sud, où trop de questions ne sont pas bien vues, où un homme cherchant une famille serait facilement repéré, nous donnant le temps de fuir à nouveau, si nécessaire, avant de partir. Cependant, nous avions une dernière chose à faire, la partie la plus importante de notre plan, celle qui garantirait que Joseph ne nous chercherait plus jamais. La vengeance que nous avions minutieusement planifiée pendant 1000 jours, 1000 nuits. Maïsela, mes chers spectateurs, est le dernier chapitre de cette histoire. Un chapitre si surprenant que, même après tant d'années, il me fait encore trembler de m'en souvenir. Une vengeance si parfaite, si complète, peut être difficile de croire qu'une femme simple comme moi, une aide-soignante d'une petite ville, fut capable de l'orchestrer. Ce que je peux dire, c'est de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une mère blessée, d'une femme trahie, d'un être humain qui a touché le fond, découvert, dans les profondeurs de la douleur, une force qu'elle ignorait posséder. Avant de raconter le dernier chapitre de cette histoire, je veux préciser que ce que nous fîmes n'était pas par méchanceté. C'était pour survivre. Quand un animal sauvage vous accule, vous n'avez d'autre choix que de combattre avec les armes que vous avez. Nous, 3 femmes seules dans un monde qui favorise les hommes comme Joseph, n'avions que notre intelligence, la force de notre désespoir. Notre déménagement à Mazamet fut planifié dans le plus grand secret. Nous ne dîmes même pas à nos proches parents où nous allions. Seul Michel savait. Bien sûr, il avait 13 ans, comprenait la gravité de la situation. Ce garçon dut grandir trop vite, voyant sa sœur mourir, son père disparaître, maintenant devoir fuir comme si nous étions des criminels. Mais avant de disparaître complètement, nous exécutâmes la dernière partie de notre plan. La veille de notre départ, j'envoyai une lettre à Joseph, pas directement. Ça aurait été insensé de révéler notre adresse. Je l'envoyai par une amie infirmière qui visitait sa fille à Albi. Elle posta la lettre de là-bas avec une fausse adresse de retour. Dans la lettre, je disais que j'étais prête à parler, à régler les choses de manière civilisée, que j'avais découvert des choses sur la mort de mon père, que la police serait certainement intéressée, mais que je préférais un accord à l'amiable. Je fixais un rendez-vous dans un lieu public, la Place Centrale de Montauban, Tarn-et-Garonne, à 2 heures de Lacaune. C'était un risque calculé. Je savais que Joseph viendrait à la fois à cause de la menace voilée, de l'opportunité de me récupérer. Les hommes comme lui ne supportent pas d'être quittés, n'acceptent pas de perdre ce qu'ils considèrent comme leur propriété. En parallèle, ma mère envoya une autre lettre adressée à la police d'Albi, spécifiquement à l'inspecteur Jérôme, un homme connu pour son incorruptibilité, dont celle-ci, ma mère confessait tout sur la mort de mon père, comment il avait tenté de me violer le jour de l'enterrement de ma fille, comment elle l'avait frappé avec une lampe pour me défendre, comment Joseph était apparu. Ensuite, au lieu d'appeler la police, avait aidé à se débarrasser du corps. Je serai morte quand vous lirez ceci. Disait la lettre
d'une écriture tremblante qui n'était pas feinte. Ses mains tremblaient vraiment beaucoup à cette époque. Mais je ne peux partir en emportant ce secret avec moi. Ma fille Constance ne savait rien de cela. Elle s'est juste enfuie, effrayée. Celui qui a tout planifié était Joseph, qui a utilisé la situation pour me manipuler pendant des années, menaçant de tout dire à la police si je faisais pas ce qu'il voulait. La troisième partie du plan impliquait une visite que je fis à Rose avant qu'elle ne parte pour Marseille. Ce ne fut pas facile d'avaler ma fierté, de chercher la maîtresse de mon mari, mais j'avais besoin d'elle pour que tout fonctionne. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, pour Michel, des mandages sans détour, juste ça, ce qui te passe. Mais avant cela, je veux que tu portes plainte contre Joseph pour agression, pour les menaces, pour tout ce qu'il t'a fait. Elle hésita, la peur évidente dans ses yeux. Il me trouvera, il se vengera. Non, il ne le fera pas, car il sera trop occupé à se défendre contre des accusations bien pires que frapper une femme le matin du rendez-vous prévu sur la place. J'étais pas à Montauban, bien sûr. J'étais dans un bus avec Michel, ma mère, en route pour Mazamet, pour notre nouvelle vie. Mais Joseph ne le savait pas. Il était là, sur la place, m'attendant, et qui apparut la police. Le plan était parfait dans sa simplicité. Joseph, recherché pour suspicion d'implication dans un homicide, celui de mon père, attendant à un lieu, une heure précise, que nous avions nous-mêmes fourni à la police par un tuyau anonyme, dans sa maison à Albi. Une fouille révélerait les lettres menaçantes qu'il m'avait envoyées ces derniers mois, écrites par moi-même, imitant son écriture, utilisant ce que je me souvenais de ses anciennes lettres d'amour, un journal où il confessait soi-disant savoir pour la mort d'Anne avant qu'elle n'arrive. Tout s'est passé selon le plan, disait le faux journal. Le médecin est mon ami depuis l'école. Je n'ai eu qu'à payer un supplément en euros pour qu'il ajuste mal la dose d'anesthésie. Maintenant. Je dois juste me débarrasser de Constance aussi. Cette femme, cette peste malade, ont ruiné ma vie trop longtemps. Cruel? Oui, mais pas plus cruel que souhaiter la mort de sa propre fille. Pas plus cruel que me trahir le jour où notre petite fille est morte. Pas plus cruel qu'inciter mon père à m'attaquer. Puis utiliser cela comme une menace. Ne découvrîmes le résultat que des mois plus tard, par de vieux journaux qu'un ami nous apporta en voyageant dans cette région. Joseph avait été arrêté, accusé de complicité dans un homicide, de conspiration pour tuer sa propre fille. Les preuves étaient circonstancielles, mais prirent du poids avec le témoignage de Rose sur les abus, les choses horribles qu'il disait sur Anne, le médecin qui avait soigné ma fille, bien sûr, nia catégoriquement toute implication. Et en effet, il n'en avait aucune. Le journal était pure invention, mais le doute fut semé, sa carrière ne fut plus jamais la même. Joseph écopa de 15 ans de prison, pas pour ce qu'il avait réellement fait, mais pour ce qu'on croyait qu'il avait fait, une justice tordue, imparfaite, mais la seule possible dans ces circonstances. Notre nouvelle vie à Mazamet commença de zéro. Nous louâmes une petite maison simple.
Je trouvais un emploi d'aide-soignante à l'hôpital local. Ma mère reprit la couture. Michel entra à l'école. Nous adoptâmes de nouveaux noms. Je devins Avril. Ma mère Betty. Michel devint Mathieu. Des noms communs qui n'attiraient pas l'attention. Les premières années furent difficiles. Nuit sans sommeil, toujours en alerte au moindre bruit, au moindre signe de quelqu'un posant des questions sur nous. Mathieu eut des problèmes à l'école. Ses anciens amis lui manquaient. Il avait du mal à s'adapter. Ma mère, déjà âgée, souffrait du climat différent, plus froid que Lacaune. Mais nous survécûmes. Plus que cela, peu à peu, nous reconstruíssimos nos vies. Mathieu, anciennement Michel, termina le lycée avec d'excellentes notes. Il obtint une bourse pour une université à Narbonne, le premier de la famille à avoir une éducation supérieure. Il choisit le droit. Je veux aider des gens comme nous. Maman, me dit-il le jour où il reçut la lettre d'acceptation, des gens que le système ignore, qui ont besoin de quelqu'un de leur côté. Ma mère décéda en 1992. Paisiblement dans son sommeil, elle avait 72 ans. Ces dernières années, elle semblait enfin en paix à la veillée, regardant ce visage ridé, maintenant serein dans la mort. Je pensais à tout ce qu'elle avait traversé, une vie de soumission à un homme violent, de sacrifice pour moi, ses petits-enfants, de travail dur, sans reconnaissance. Et pourtant, à la fin, elle trouva le courage de faire ce qui devait être fait pour nous protéger, même si cela signifiait tacher son propre âme. Je pleurais à ses funérailles, pas seulement de tristesse, mais de gratitude pour tout ce qu'elle m'avait appris, pour l'exemple qu'elle fut non pas la femme soumise des premières années, mais la guerrière qui s'éveilla quand la nécessité frappa à la porte. Je restais à Mazamet, même après que Mathieu partit pour l'université. J'aimais la vie tranquille, les montagnes environnantes, l'air pour peu à peu. Je me détendis, la paranoïa diminua, je commençais à poser de vraies racines, me fis des amitiés, m'impliquai dans la communauté, devins Mademoiselle Avril, que tout le monde connaissait, respectée. Personne n'avait besoin de connaître les horreurs de mon passé. En 1995, presque 15 ans après cette triple tragédie, je reçus une lettre. Mon cœur se glaça en voyant l'expéditeur, prison de haute sécurité, Albi. Ce ne pouvait être que lui. Je pensais à la brûler sans l'ouvrir. Pourquoi remuer ce nid de frelons maintenant, alors que j'avais enfin trouvé un peu de paix, mais la curiosité fut plus forte. Constance, commencer la lettre dans cette écriture que je reconnaîtrais n'importe où. Je sais que tu vas probablement jeter cette lettre sans la lire. Je ne t'en blâme pas. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'écris non pour demander pardon, que je sais ne pas mériter, mais pour te dire que je meurs, cancer du poumon, stage terminal. Les médecins disent que j'ai quelques mois. Elle continue avec une confession complète. Il admit l'aventure, la haine qu'il ressentait pour moi, parce que j'étais plus forte que lui.
la jalousie maladive de la relation que j'avais avec Anne. Il confessa qu'il avait effectivement pensé plusieurs fois qu'il serait plus facile si elle mourait, mais jura qu'il n'avait jamais conspiré avec aucun médecin pour que cela arrive. Il admit aussi avoir incité mon père contre moi, comptant sur sa nature violente, même sans savoir exactement ce qui se passerait. Je mourrais bientôt. Je mérite l'enfer qui m'attend, écrivait-il à la fin. Je voulais juste que tu saches que, malgré tout, je n'ai jamais cessé d'aimer Michel. Si un jour tu lis ceci, qu'il est déjà adulte, dis-lui que son père, aussi mauvais qu'il était comme homme, l'aimait vraiment. Je ne répondis pas, je n'avais rien à dire. Je gardai la lettre dans une vieille boîte avec les quelques photos que j'avais réussi à emporter d'Anne. Je passais à autre chose. Je ne suis jamais s'il mourut vraiment à ce moment-là. Si le cancer était vrai ou juste une autre manipulation, honnêtement, je m'en fichais. Mathieu, anciennement Michel, obtint son diplôme de droit avec mention. Il trouva un emploi dans un cabinet d'avocats à Narbonne, spécialisé dans les droits humains. Plus tard, il ouvrit son propre cabinet. Il épousa une belle enseignante nommée Hélène, me donna 2 merveilleux petits-enfants pour mon 60e anniversaire en 2006. Il me fit un cadeau qui me laissa sans voix, une petite maison confortable à Castres. Torn, pourquoi ici? Demandai-je confuse. Je n'avais jamais parlé de mon désir de retourner dans le sud, de ressentir à nouveau ce soleil fort, cette chaleur qui semblait pénétrer l'âme, parce que c'est assez loin d'Albi, de Lacaune pour que tu te sentes en sécurité, mais assez proche pour te sentir chez toi, répondit-il, montrant qu'il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Je déménageais à Castres cette même année. Au début, je gardais le nom d'Avril par précaution, mais peu à peu, quand il devint clair que personne du passé ne viendrait me hanter, je redevins Constance. Pas la même Constance, bien sûr. Cette femme était morte avec Anne, avec le dernier souffle de dignité de mon père, avec la trahison de mon mari. La nouvelle Constance était plus forte, plus sage, plus prudente avec les gens, mais aussi plus compatissante envers ceux qui souffrent. Je commençais à confectionner des courtes pointes pour passer le temps, compléter ma retraite. Je découvris que j'avais un talent pour cela. Les mains qui avaient appris à soigner les blessures dans les cliniques de santé créaient maintenant de la beauté avec une aiguille, du fil, mes courte pointes, couverture, châle devinrent bientôt célèbres au marché du dimanche. Les gens venaient de loin pour acheter les courtes pointes de Mademoiselle Constance. C'est la femme que vous voyez aujourd'hui, une femme de 78 ans, cheveux blancs, attachée en chignon lâche, main ridée, qui ne s'arrête pas de travailler. Même pendant que je raconte cette histoire, une grand-mère fière d'un avocat prospère, de 2 petits-enfants universitaires, une veuve, car c'est ainsi que je me présente, bien que techniquement je sois divorcée, respectée dans la communauté, connue pour sa générosité, pour avoir toujours du café frais pour les visiteurs. Personne ici à Castres n'imagine ce que cette vieille dame a traversé, les couches de tragédie, de trahison, de douleur accumulées en quelques jours. La force que j'ai dû trouver pour survivre, pour protéger mon fils,
pour reconstruire une vie à partir des ruines. Parfois, je me demande si j'ai bien fait, si notre vengeance élaborée contre Joseph était juste, si la demi-vérité sur la mort de mon père était le bon choix. J'ai pas de réponse simple. Je sais seulement que nous avons fait ce qui devait être fait à l'époque, avec les ressources émotionnelles, pratiques dont nous disposions. Ai-je pardonné à Joseph? Je ne sais pas. Peut être que le temps a cette étrange capacité de diluer même les haines les plus intenses, de transformer les blessures ouvertes en cicatrices dormantes qui ne font mal que lorsque le temps va changer. Aujourd'hui, je pense à lui avec une sorte de pitié distante, un homme si petit, à l'intérieur qui devait détruire les autres pour se sentir grand, mon père. C'est plus difficile. Je ne peux pas penser à lui sans un frisson de répulsion, sans cette sensation de main rugueuse sur ma peau. Mais je comprends maintenant qu'il était aussi le produit d'un monde malade, d'une culture qui apprend aux hommes à posséder au lieu d'aimer, à contrôler, au lieu de respecter. Ce que j'ai appris en ces presque 80 ans de vie, c'est que personne n'est juste une chose. Ma mère, apparemment faible, Soumise, cachait en elle une lionne capable de tuer pour protéger son petit Joseph. Le père aimant abritait un monstre d'envie, de ressentiment. Mon père, respecté dans la communauté, portait une obscurité qui ne se révélait que derrière des portes closes. Et moi, suis-je la fille effrayée qui a perdu sa fille, la femme trahie qui a perdu son mari, la fille horrifiée qui a perdu son innocence, ou suis-je la mère féroce qui ferait n'importe quoi pour protéger son fils, la stratège froide qui a planifié une vengeance pendant des années, la survivante qui a reconstruit sa vie à partir des cendres? La vérité est que je suis tout cela, nous sommes tous un mélange complexe de lumière, d'ombre, de force, de faiblesse, d'amour, de haine. Ce qui compte, c'est quelle facette nous choisissons de nourrir, laquelle nous permettons de grandir, de s'épanouir. J'ai choisi la vie avec toutes ses imperfections, ses injustices, ses douleurs. J'ai choisi d'élever mon fils pour qu'il soit un homme différent de ceux qui m'ont fait du mal. J'ai choisi de transformer ma douleur en force, ma tragédie en sagesse, ma souffrance en compassion pour ceux qui souffrent. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, après tant d'années de silence, c'est parce que je sens que d'autres femmes ont besoin de l'entendre. Elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, que d'autres ont traversé la vallée de l'ombre, ont survécu, qu'il est possible de recommencer, même quand il semble que le monde s'est terminé 3 fois en un seul jour. Mes chers spectateurs, qui êtes restés avec moi jusqu'à maintenant, merci beaucoup pour votre patience, pour avoir écouté cette histoire difficile. Lord, chacun de vous qui a regardé jusqu'à la fin, qui n'a pas détourné les yeux de ma douleur, m'a aidé à porter un peu de ce fardeau. Pour cela, je vous suis éternellement reconnaissante. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre petit cœur. Partagez-la avec quelqu'un qui, pensez-vous, a besoin de l'entendre. Peut être une femme traversant des moments difficiles
peut être un jeune qui doit comprendre l'impact de la violence sur les vies qu'elle touche. Si vous le pouvez, abonnez-vous aussi à la chaîne pour suivre d'autres histoires de résilience comme celle-ci. Dieu bénisse chacun de vous, boss, famille. Si vous traversez des moments difficiles maintenant, souvenez-vous des mots de cette vieille femme qui a tout vu. La nuit la plus sombre finit aussi, le soleil se lève toujours.